Il est écrit dans le psaume 45. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ceins ton épée à ton côté, vaillant guerrier. Ton éclat et ta splendeur. Oui, ta splendeur. Élance-toi. Monte sur ton char. Pour la cause de la vérité, de l'humilité et de la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ceci signifie que l'Éternel exhorte la création à avoir du zèle pour défendre la vérité, le droit et la justice. En ce qui me concerne, l'épée que j'utilise est la parole qui est mise à ma disposition pour proposer au Congo-Brazzaville un cheminement pour accéder à la prospérité commune. Il est écrit dans les évangiles, notamment dans Luc 11, 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la clarté. Ceci est une métaphore pour signifier que la finalité de la vérité, c'est d'être connu de tous et que dans le même temps, il faut distribuer le savoir avec abondance et générosité. Je place ma vidéo sous l'égide de ces 4 principes spirituels que sont la puissance de l'esprit ou l'esprit de vaillance, la vérité, le droit et la justice. Dans cette vidéo, je présente mon livre « Pour un Congo prospère » paru aux éditions Les 3 Colonnes en avril 2023 en abordant 2 thèmes, à savoir la souveraineté monétaire et le complexe industrialo-militaire. Pour ce faire, j'expliquerai dans un premier temps pourquoi reconquérir notre souveraineté monétaire. En second lieu, je proposerai une solution pour mettre en place dans notre pays, le Congo-Brazzaville, une zone économique performante. Ensuite, j'expliquerai tout naturellement comment la faire fonctionner. Dans le 4e temps, j'expliquerai les inconvénients de notre système monétaire actuel. Enfin, j'aborderai dans les grandes lignes la mise en place d'un complexe industrialo-militaire dans notre pays. Nous avons le devoir de reconquérir notre souveraineté monétaire afin de bénéficier pleinement de la richesse créée sur notre sol. Autrement dit, nous devons posséder sur notre sol et dans nos coffres toute la richesse que nous créons par le travail de nos mains et toute la richesse de notre sous-sol que la nature nous a gracieusement mis à disposition. En effet, une création de richesse économique sans la pleine possession de ces instruments de paiement s'accompagne de facto d'une perte considérable de notre richesse au profit de ceux qui ont la souveraineté de la monnaie que nous utilisons au Congo-Brazzaville. La souveraineté monétaire présuppose une capacité d'émission monétaire au profit de l'État souverain, une capacité à maîtriser le champ des pratiques monétaires et les flux externes. Selon le professeur Mamadou Koulibaly, dans son livre intitulé « La souveraineté monétaire des États africains », ce dernier affirme que, je cite, « Le souverain monétaire est l'organe qui décide de l'émission de la politique monétaire effectivement mise en œuvre dans un pays. La souveraineté monétaire suppose le pouvoir autonome dans la location des crédits et dans la gestion de la valeur de la monnaie. » Fin de citation. Nous avons le devoir d'organiser de manière rationnelle et de manière efficiente notre propre zone économique, de telle manière que nous possédions notre propre banque centrale, bénéficiant de tous les atouts de la souveraineté monétaire, fixant ses propres objectifs sans aliénation aucune et complètement affranchie de toute banque centrale étrangère que ce soit et en fin de compte libérée de toute entrave. Elle seule aura le pouvoir d'émettre la monnaie qui aura cours légal sur notre territoire. Notre banque centrale
devra être détenue exclusivement par l'État congolais. Ses administrateurs et ses actionnaires devront être de la même façon exclusivement congolais. Ensuite, nous devrons mettre en place un réseau de banques commerciales privées, ainsi que toutes sortes d'institutions financières, telles que des banques d'investissement, détenues également par des Congolais et par des capitaux congolais, afin de stimuler l'activité économique dans notre pays, par des investissements, par la création d'entreprises. Avec des projets solides et viables, des entreprises qui créeront de l'emploi et des emplois qui, à leur tour, créeront de la richesse au bénéfice de tous. Nous devons également miser sur la bancarisation des masses populaires en visant les 100% de bancarisation, ainsi que sur l'augmentation de leur niveau d'éducation et de leur niveau de vie. Ce qui permettra d'avoir dans notre pays une classe moyenne abondante et qualifiée, ce qui aura pour conséquence de stabiliser la pyramide sociale. En effet, trop de pauvreté entraîne de l'insécurité et du banditisme qui, à leur tour, alimentent l'instabilité et augmentent le risque d'embrasement dans le pays. Afin de garantir notre monnaie et sa solidité, nous projetons de la rattacher aux métaux précieux, tels que l'or, d'autant plus que nous disposons dans notre sous-sol des mines nécessaires pour le prétendre. En complément de ce type de sous-jacent, le sous-jacent ici étant le métal précieux, nous nous appuierons sur nos réserves de change, autrement dit, sur l'accumulation des devises extérieures, issues des recettes engrangées lors de nos échanges commerciaux avec l'extérieur. Il n'y aura pas de parité fixe, car les monnaies fluctuent, et nous devrons disposer de l'entièreté de nos réserves de change dans nos coffres et sur le sol congolais. Afin de faciliter la mise en place d'un réseau bancaire compétitif et solide, l'État congolais devra faire du protectionnisme. Les agents économiques que sont les banques commerciales privées, les institutions financières, les entreprises et les ménages auront pour obligation, dans une première phase, de contracter en priorité auprès de banques exclusivement congolaises et sur le sol congolais, afin que nous soyons les réels détenteurs de notre richesse et de notre épargne. Ainsi, notre banque centrale devra définir ses taux directeurs. Les banques commerciales emprunteront à la banque centrale, mais octroieront également des crédits aux entreprises lorsque les projets seront viables, profitables et rentables. Ce qui aura pour conséquence de créer des emplois qui créeront de la richesse au bénéfice de tous. Rappel historique. Selon Aristote, la monnaie a trois fonctions. Elle sert d'intermédiaire dans les échanges, car elle est un moyen de paiement. Elle sert d'unité de compte, car elle permet de fixer un prix aux biens et aux services. Elle sert d'intermédiaire dans les échanges, car elle est un moyen de paiement. Enfin, elle est une réserve de valeur, car elle permet d'épargner ou de thésauriser. Au départ, la monnaie s'est fait connaître sous sa forme métallique, à base de métaux précieux pour assurer les échanges commerciaux. Les marchands qui possédaient ces métaux précieux les stockaient auprès d'orfèvres. Ces derniers leur remettaient des attestations de dépôt correspondant à la quantité de métaux précieux stockés. Ces attestations étaient en définitive des reconnaissances de dette des orfèvres vis-à-vis des marchands. À partir d'un certain niveau d'échange ou à partir d'un certain niveau d'activité économique entre marchands, ceux-ci trouvèrent pénalisant de devoir se déplacer avec une certaine quantité de ces métaux précieux pour réaliser des transactions entre marchands, c'est-à-dire acheter ou vendre des biens et des services. C'est alors que les marchands entreprirent d'effectuer ces transactions, non plus avec de la monnaie métallique, mais avec les attestations de dépôt. La monnaie métallique, à base de métaux précieux, étant récupérable dans les stocks auprès des orfèvres. C'est ainsi que sont nés les premiers billets de la masse monétaire. En temps normal, ceux-ci étaient directement liés à la quantité exacte de métaux précieux disponibles en réserve chez les orfèvres. Aujourd'hui, ces métaux précieux ont été remplacés par la monnaie banque centrale, constituée de billets de banque et de pièces. Sa valeur
est garantie par la confiance que nous accordons à l'État, qui a le privilège et le pouvoir d'émettre la monnaie qui a cours légal sur son territoire. C'est la raison pour laquelle l'on parle de monnaie fiduciaire, qui vient du latin fiducia, qui veut dire confiance. Au commencement, la monnaie banque centrale ou la monnaie fiduciaire est déconnectée de toute richesse matérielle. Sa valeur est en réalité fictive, car elle est basée sur de la simple confiance. De même, il existe un autre type de monnaie, créée cette fois-ci par les banques commerciales appelée monnaie scripturale. Comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement d'une simple écriture informatique dans les comptes de la banque commerciale. Elle ne correspond pas à de la monnaie physique, car la banque commerciale qui l'a créée ne détient pas ce cash. En général, lorsqu'une banque commerciale accorde un crédit ou un prêt, cet argent, elle ne le possède pas, car il n'existe tout simplement pas. C'est la banque commerciale en question qui crée cet argent par un simple jeu d'écriture dans ses comptes, afin de garantir les échanges économiques. Dans une zone économique, il est admis que de la monnaie scripturale soit transmise d'un compte bancaire d'une banque A vers le compte bancaire d'un agent économique ayant ses comptes dans une banque B. En réalité, lorsqu'une personne contracte un crédit auprès d'une banque commerciale, cet argent est créé par une simple écriture dans les comptes de la banque. C'est l'emprunteur qui, par son travail et son labeur, va enrichir la banque par le remboursement des intérêts sur une somme d'argent qui objectivement n'existe pas. À la fin du crédit, le capital emprunté est effacé des comptes de la banque commerciale qui a touché des intérêts et qui s'est gracieusement enrichi. De plus, lorsque les banques commerciales prêtent de l'argent, elles exigent des gages, par exemple des hypothèques, par lesquelles elles se couvrent en cas de non-remboursement du crédit. C'est le risque de défaut. L'idée, c'est que si le contractant ne parvient pas à honorer sa dette, il s'engage à céder des biens de valeur correspondant à la somme due. Nous avons vu précédemment que la somme due est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire un simple jeu d'écriture, de la monnaie fictive, autrement dit de la monnaie vide. C'est par ce mécanisme que les institutions financières internationales pillent le continent africain de ses ressources naturelles en lui octroyant des crédits avec de la monnaie vide en contrepartie de ses ressources minières en cas de défaut de paiement de la dette. Comment faire fonctionner notre zone économique? Notre banque centrale sera le maître d'orchestre. C'est elle qui aura pour mission de garantir le bon fonctionnement de notre zone économique. Elle devra garantir la stabilité des prix afin de garantir la paix sociale, car il faut de la stabilité pour prospérer. Pour cela, elle devra mener une politique monétaire habile. La politique monétaire est l'action par laquelle une banque centrale travaille à stabiliser les prix au sein d'une zone économique pour permettre son bon fonctionnement. Afin de garantir la stabilité des prix, nous pourrions nous fixer comme objectif, selon nos réalités quotidiennes et selon les circonstances, de tolérer une hausse moyenne des prix des biens et des services à un certain taux plafonné appelé le taux d'inflation. Ce taux sera à définir. Les outils à la disposition d'une banque centrale pour sa politique monétaire sont les taux directeurs et le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif. Par les taux directeurs, la banque centrale agit directement sur le niveau des prix dans une zone économique, ainsi que sur la quantité des biens et des services dans celle-ci. Mais comment? La banque centrale crée de la monnaie dite banque centrale et la prête au réseau des banques commerciales privées à un certain taux appelé le taux directeur. Les banques commerciales, à leur tour, prêtent de l'argent aux agents économiques que sont les entreprises, les ménages, etc. à un taux supérieur au taux directeur. Ce taux est composé d'un taux de base majoré d'une marge appelée le spread de crédit. L'argent prêté ayant un prix appelé le coût de la dette ou le loyer de l'argent, les agents économiques remboursent le capital emprunté plus les intérêts calculés à partir du taux d'intérêt.
Il en va de même pour les banques commerciales, qui remboursent à la Banque centrale les sommes empruntées, plus les intérêts calculés à partir du taux directeur. L'on constate ainsi sur toute la chaîne que le taux directeur a une influence sur le prix de l'argent prêté. Ceci a indirectement une influence sur les prix des biens et des services dans la zone économique. Ainsi, une baisse des taux directeurs par la Banque centrale entraîne une baisse des taux d'intérêt par les banques commerciales à leurs clients. Ce qui incite les entreprises à s'endetter davantage pour investir, puis produire des biens et des services d'une part. De la même manière, ceci incite les ménages à s'endetter davantage pour consommer d'autre part. L'augmentation de la demande des biens et des services exerce une pression à la hausse sur les prix. Autrement dit, une baisse des taux directeurs entraîne in fine une augmentation des prix des biens et des services. A contrario, une augmentation des taux directeurs par la Banque centrale est directement répercutée par une augmentation des taux d'intérêt par les banques commerciales vis-à-vis de leurs clients. Ce qui a pour effet de désinciter les entreprises à vouloir s'endetter. Ce qui a pour effet de baisser le niveau d'activité économique, de baisser la demande de consommation de biens et des services, ce qui entraîne une baisse des prix et une chute de l'inflation. L'assouplissement quantitatif ou le quantitative easing, lorsque les banques commerciales, les entreprises ou diverses institutions financières telles que le Trésor public, les fonds souverains, les fonds d'investissement, désirent lever de l'argent sur les marchés, elles peuvent l'obtenir sous forme d'actifs financiers appelés obligations. Une obligation est une dette rémunérée à un taux qu'une banque commerciale, une entreprise ou une institution financière contracte sur un marché réglementé. Pour cela, elle émet une obligation avec un horizon de remboursement en échange de l'argent que va lui prêter son créancier. Par le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif, la Banque centrale va racheter massivement les obligations détenues par les créanciers sur les marchés financiers, ce qui aura pour effet de récupérer leur argent prêté aux banques commerciales, prêté aux entreprises, à toutes sortes d'institutions financières. C'est ce qu'on appelle réaliser son investissement. Ce qui leur permet de passer d'une situation incertaine vers une situation où le cash prêté a été totalement récupéré, ce qui instaure une relation de confiance. Ceci a pour conséquence de faciliter l'octroi de nouveaux crédits par des obligations, ce qui facilite l'émission de nouveaux titres d'emprunt d'État et d'entreprises à des taux d'intérêt plus bas, ce qui a pour conséquence en dernier lieu d'augmenter la quantité d'argent en circulation dans la zone économique et de baisser les taux d'intérêt. Premier point, la perte de notre souveraineté. Nous n'avons pas le pouvoir de battre monnaie, c'est-à-dire de fabriquer la monnaie qui prévaut sur notre territoire. Normalement, cette prérogative est la conséquence du pouvoir régalien et devrait être réservée à l'État congolais uniquement. C'est la Banque de France, à Chamalières, qui imprime les billets de banque et les pièces utilisées dans notre pays, ainsi que dans les 3 zones francs, à savoir UMOA, UMAC et les Comores. En effet, notre pays, le Congo-Brazzaville, a perdu sa souveraineté monétaire à la colonisation, ce qui symbolise la perte de notre souveraineté monétaire et la création du compte d'opération par le Trésor public français en 1945, dans lequel 100% des recettes issues de l'exploitation des ressources minières et des richesses dans les colonies étaient versées. Ce compte d'opération est en quelque sorte un compte courant. Ce dernier était réservé à l'exploitation des colonies. L'exploitation de ces colonies était répartie en plusieurs zones. L'Afrique dite équatoriale française, l'Afrique dite occidentale française, Madagascar et les Comores. C'est en 1972, à la convention du compte d'opération entre le Trésor public français
et la Banque des États d'Afrique centrale que le Trésor public français s'est vu endosser l'attribut de garant de la monnaie qui a cours légal sur notre territoire, ce qui a prolongé la perte de notre souveraineté. Ainsi, la perte de notre souveraineté monétaire a pour conséquence logique la perte de la maîtrise de notre politique monétaire. À titre d'exemple, en 1994, le gouvernement Balladur décide unilatéralement de dévaluer le franc CFA, ce qui eut pour conséquence la perte du pouvoir d'achat des populations de la zone franc, tout en rognant leur épargne. Cette dévaluation s'accompagna également d'une hausse du coût des importations. Or, l'une des fonctions de la monnaie, c'est de servir de réserve de valeur. En 1994, le franc CFA n'avait pas pu le garantir. Deuxième point, le transfert de richesse. Selon l'article 3 de la Convention du compte d'opération de 1972, 50% des avoirs extérieurs nets du Congo-Brazzaville stockés à la BEAC doivent être déposés au Trésor public français, qui l'utilise pour son propre fonctionnement interne. Pour rappel, la BEAC est la Banque des États d'Afrique centrale. Il en est de même pour tous les pays membres de la BEAC, dont le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale. En 1973, une autre convention du compte d'opération entre le Trésor public français et les pays de l'UMOA abaissait leurs avoirs extérieurs nets à déposer dans le compte d'opération au Trésor public français à 50%. Les pays de l'UMOA sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, la Guinée-Bissau. Pour rappel, les avoirs extérieurs nets, dans le cas des pays de l'UMOA et de l'UMAC, sont principalement la différence entre les recettes issues de l'exportation des ressources minières et leurs engagements vis-à-vis du monde extérieur. Il est à noter que de 1945 à 1973, 100% des avoirs extérieurs nets des pays de l'UMOA et de l'UMAC étaient déposés dans le compte d'opération au Trésor public français. Jusqu'aujourd'hui, 50% des avoirs extérieurs nets de ces pays sont toujours théoriquement déposés dans le compte d'opération au Trésor public français. Mais dans la réalité, les sommes déposées dépassent les 50%. Xavier de la Fournière, dans la zone franc, exprimait ceci, je cite, « L'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des soldes créditeurs au compte d'opération est réelle, car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer la charge qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. » Fin de citation. Dans la réalité, certains États africains de la zone franc, pour assurer leur éternité au pouvoir, continuent à verser jusqu'à 90% de leurs avoirs extérieurs nets au Trésor public français, ce qui ressemble de plus en plus à un tribut payé par des vassaux à leur suzerain. Au sujet du compte d'opération, Christine Lagarde exprimait ceci, je cite, « La Banque des États d'Afrique centrale place par exemple près de 90% de ses avoirs auprès du Trésor français. » Fin de citation. Troisième point, le contrôle de l'intimité des pays membres de la zone franc, dont le Congo-Brazzaville, et le droit de veto sur leurs achats, en contrepartie du transfert de souveraineté et du transfert de richesse, sous couvert des 50% des avoirs extérieurs nets, à déposer dans le compte d'opération au Trésor public français. L'État français permet de garantir en retour une parité fixe entre le franc CFA et l'euro, une unité de la réglementation des changes face aux pays non membres des zones franc CFA par la mise en commun des réserves de change déposées dans les comptes d'opération auprès du Trésor public français, une convertibilité intégrale et illimitée des monnaies africaines vendues à l'extérieur.
une garantie donnée par le Trésor public français au franc CFA. Le contrôle de l'intimité des pays précités apparaît dans la mesure où, si l'un des pays membres de la zone franc désire souverainement mobiliser ses fonds disponibles au Trésor public français pour acheter du matériel de guerre pour sa sécurité ou toutes sortes de biens et des services qu'il juge stratégiques ou non, celui-ci aura forcément besoin de l'aval du Trésor public français pour débloquer ses propres fonds. Et si de façon souveraine, ce pays désire commercer avec des pays tels que l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, la Turquie, pour acheter, à titre d'exemple, du matériel de guerre pour sa sécurité ou sa survie, ce dernier se retrouverait dans une impasse. De même, la clause de la convertibilité intégrale et illimitée du franc CFA a montré ses limites. Dans son livre intitulé « La souveraineté monétaire des pays africains », le professeur Mamadou Koulibaly exprimait ceci, je cite, « Prétextant une lutte contre la fuite des capitaux de la zone franc, le gouvernement Balladur a unilatéralement remis en cause la clause de la convertibilité illimitée du franc CFA, ceci contrairement aux dispositions du compte d'opération. » Fin de citation. Et pour cause, parce que les ressortissants des pays de la zone franc, avec leur franc CFA, allaient acheter des biens et des services en dehors de la zone franc et de la France. Par exemple en Chine, à Singapour, en Turquie ou à Dubaï. Dans ces pays, ces derniers devaient convertir leur franc CFA en monnaie locale pour acheter des biens et des services. Lorsque ces pays collectaient l'ensemble des francs CFA ainsi récupérés sur son territoire et les renvoyaient vers la Banque de France pour les échanger contre d'autres devises, ce dont elle avait le devoir en raison de la clause de la convertibilité intégrale et illimitée du franc CFA issue de la convention du compte d'opération, 1993 sonna le glas de la convertibilité intégrale et illimitée du franc CFA issue de la convention du compte d'opération, 1993 sonna le glas de la convertibilité illimitée du franc CFA par le gouvernement Balladur de façon unilatérale et sans modification aucune des textes en vigueur. Quatrième point, les surcoûts d'importation et le transfert de richesses par le seigneuriage. En raison du statut tacite de chasse gardée ou de précaré dans les échanges commerciaux entre les anciennes puissances coloniales et les anciennes colonies, les pays africains se sont vus longtemps privés l'accès au marché mondial, qui aurait dû leur donner des conditions avantageuses en raison de l'abondance de l'offre. Au contraire, leur état de chasse gardée les a restreints à commercer presque exclusivement avec l'ancienne puissance coloniale, surpayant leurs importations du fait d'un manque de concurrence. Ceci a pour conséquence d'augmenter les coûts de production des entreprises locales de la zone franc et de réduire leur compétitivité, ce qui est un frein à l'essor économique des pays de la zone franc, dont le Congo-Brazzaville. De plus, il y a un transfert de richesses implicite des pays membres de la zone franc vers l'économie française par le seigneuriage. En effet, lorsque la Banque de France fabrique des billets de banque ou des pièces de monnaie de type franc CFA, elle encaisse des seigneuriages. Les seigneuriages sont la différence entre la valeur faciale d'un billet de banque et les coûts de fabrication et d'entretien de ce dernier. Il en est de même pour les pièces de monnaie, à savoir la valeur faciale d'un billet de banque et la valeur du chiffre inscrit sur ce dernier. Il en est de même pour les pièces de monnaie. Par exemple, si la Banque de France dépense 1000 francs pour fabriquer 10 000 francs, le seigneuriage qu'elle encaisse est de 9000 francs. Le seigneuriage est la différence entre la valeur faciale du billet de banque, c'est-à-dire 10 000 francs, moins les coûts de fabrication de celui-ci, dont 1000 francs. Dans le même esprit, si 20 000 billets de 10 000 francs circulent dans votre pays, c'est que la banque qui les a fabriqués a encaissé comme seigneuriage
20 000 fois 9 000, soit 180 millions de francs, ce qui constitue un monopole de profit. Pour ce qui est du franc CFA, les revenus du seigneuriage sont partagés entre la Banque de France et le Trésor public français. Si nous avions notre propre banque centrale souveraine, ces revenus reviendraient à l'économie congolaise ainsi qu'aux pays membres de la zone franc. Ainsi, les pays de la zone franc, comparés aux autres, doivent payer plus cher leurs importations. Ces surcoûts permettent au Trésor français de prélever des seigneuriages incalculables et de les recycler dans l'économie française, dit le professeur Mamadou Koulibaly. Enfin, un frein à l'essor du secteur privé par le rationnement du crédit. Les économies de la zone franc souffrent d'une sous-bancarisation des populations locales, conséquence du programme monétaire visant à rationner le crédit afin de disposer de réserves de change nécessaires et suffisantes pour garantir la parité fixe entre le franc CFA et l'euro, ce qui est un frein à l'essor du secteur privé et de l'économie. Si nous disposions de notre propre banque centrale souveraine, elle fabriquerait le nombre de coupures nécessaires pour faire fonctionner notre économie. Nos banques commerciales accorderaient suffisamment de crédits nécessaires aux entreprises et aux entrepreneurs les plus brillants de notre pays, ce qui leur permettrait d'investir dans des projets qui créent des emplois qui créent de la valeur et de la valeur engrangée sous forme de richesse dans notre pays. C'est cela la prospérité. Le complexe militaro-industriel. Il est clair qu'il faut mettre fin à ce désastre et recouvrer notre souveraineté monétaire. Cela est possible en devenant une puissance militaire, ce qui n'est pas impossible car la nature humaine est immuable. Ce qu'ont réussi des êtres humains sous le soleil, nous aussi nous avons les facultés et les capacités pour le réaliser. Nous devons pour cela travailler à la mise en place d'un complexe militaro-industriel dont la chaîne de valeur sera divisée en 3 pôles. Un premier pôle qui sera le comité des industries de guerre rattaché au ministère des Armées et de la Défense qui sera le maître d'ouvrage et dont le rôle sera de faire des appels d'offres et de faire savoir ses besoins à travers un cahier des charges. Son rôle sera de dynamiser la production d'armement dans tous les corps de métier de l'armée. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la cybersécurité, les écoutes, les radiofréquences, en clair, la guerre électronique. Un deuxième pôle, constitué de bureaux d'études, dont le rôle sera d'étudier la faisabilité et les besoins formulés par le comité des industries de guerre. Son principal rôle sera de produire toutes les données d'entrée nécessaires à la fabrication de toutes sortes d'instruments de guerre par les industriels. Enfin, un pôle constitué d'industriels dont le rôle sera la fabrication. Pour ce faire, l'État doit investir massivement dans l'éducation ainsi que dans la recherche et le développement, investir massivement dans l'achat d'armement et demander l'assistance technique pour devenir une puissance nucléaire. Cette coopération militaire doit être assortie à une politique de transfert de compétences et de technologies. Une coopération clé en main. En outre, l'État congolais devra demander à ce pays ami l'assistance à la création d'une académie militaire dans notre pays et l'appui à la formation de notre armée. C'est ce que fit la Chine pour se relever après 150 ans d'humiliation par l'Occident. Elle se rapprocha jadis de l'URSS, ensuite de la Russie. C'est ce que nous pouvons lire dans Courrier de l'Est 2003/2, numéro 1032, édité à la documentation française. Je cite: Depuis la disparition de l'URSS, la République populaire de Chine est devenue le principal client de la Russie pour les armements.
Les achats sont en augmentation régulière. De 1 milliard de dollars en 1997-1998, ils sont passés à plus de 2 milliards et demi en 2002. Année record pour les exportations d'armes par la Russie qui ont atteint 4,8 milliards de dollars. Au total, depuis 1992, la Chine a reçu de la Russie environ 150 bombardiers lourds, Su-27 et Su-30, au moins 50 hélicoptères de transport, 8 batteries antimissiles de classe S-300P, environ 3 dizaines de systèmes de défense anti-aérienne, 2 navires de surface et 4 sous-marins. Grâce aux livraisons russes, l'armée chinoise a réalisé en 10 ans un bond qui l'a mené de l'utilisation de systèmes d'armement des premières et deuxième générations d'après-guerre à celle d'équipements tout à fait modernes de quatrième génération. Fin de citation. Le même aspect est retrouvé dans le livre intitulé « Histoire des 5 grandes puissances » de Philippe Vallode. Je cite: « La rupture avec l'URSS trouve son point d'orgue en 1960. Khrouchtchev interrompant toute aide aux Chinois en raison de leur obscurantisme économique. Par contre, il maintient une assistance militaire qui permet à la Chine d'entrer en 1964 dans le club fermé des puissances nucléaires. » Fin de citation. Aujourd'hui, la Chine est la 3e puissance militaire mondiale et jouit pleinement de sa souveraineté monétaire. Nous pourrions facilement réaliser notre projet de montée en puissance. Il suffit d'appliquer les lois qui gouvernent la création. L'on dit que tout système tend vers l'équilibre. En physique notamment, on dit qu'à l'équilibre, la somme des forces extérieures qui s'exercent sur un objet ou un corps est égale à 0. Car l'effet des forces contraires qui s'exercent sur cet objet finissent par s'annuler. Si pendant 600 ans, une nation a subi l'oppression d'un groupe de nations qui l'ont opprimée, elle doit rationnellement faire alliance avec la somme des nations de puissance équivalente et de forces opposées. C'est la seule façon de desserrer l'étreinte, de faire valoir ses droits et de retrouver ses intérêts. En stratégie, on dit qu'il est plus avantageux pour de petits acteurs de même nature de se rassembler sous une même bannière afin de constituer un pôle plus puissant face aux forces opposées qui structurent l'environnement concurrentiel. Dans les stratégies de l'entreprise, écrit par Frédéric Leroy, ce dernier déclare: le rapport de force entre fournisseurs et clients dépend de leur concentration relative. Ceux d'entre eux qui sont les plus concentrés bénéficient d'une position favorable. Un secteur est concentré lorsque les 3 ou 4 premières entreprises du secteur détiennent la majorité des parts de marché. Un secteur est fragmenté ou atomisé quand il réunit une multitude d'acteurs de faible poids. Fin de citation. Dans ce même élan, il est plus avantageux pour les pays d'Afrique subsaharienne de se regrouper sous une même bannière, non pas sous la forme d'un État-nation, mais sous la forme d'un État fédéral, afin de constituer un puissant pays en mutualisant ses ressources, avec d'importantes ressources minières, uranium, cobalt, cuivre, lithium, pétrole, et j'en passe. Une démographie colossale, 2,1 milliards d'habitants d'ici 2050 selon les projections de la Banque mondiale. De vastes étendues de terre pour l'agriculture et l'élevage, le pays ainsi constitué serait un puissant État à tous égards, avec une armée fédérale puissante, abondée par un important potentiel humain, dont le rôle
sera de protéger les frontières extérieures du pays et garantir ses intérêts dans le concert des nations, avec une vraie banque centrale, détenue exclusivement par le continent africain, avec une monnaie adossée sur les importantes réserves de métaux précieux dont recèle notre continent, avec des polices nationales et des juridictions nationales spécifiques à chaque pays à l'intérieur de ce vaste État, juxtaposées à une police fédérale et un droit fédéral, socle de l'union de toutes ces nations à l'intérieur de ce vaste État, avec des gouverneurs nationaux et un seul président au-dessus de tous ces gouverneurs, dont le rôle sera de défendre les intérêts de ce vaste État à l'échelle mondiale, c'est-à-dire dans le concert des nations. De ceci naîtraient d'importantes entreprises stratégiques, avec d'importants leviers et d'importantes ressources, ceci assorti à une main-d'œuvre abondante afin de concourir à l'abondance et à la prospérité commune. Cela donnerait à cet État ainsi constitué un important pouvoir de négociation dans les affaires du monde, c'est-à-dire un bargaining power. Enfin, cela apporterait à cet État un immense pouvoir multiplicateur et d'importantes synergies à tous égards, sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan stratégique. La mise en place d'une armée puissante a d'autant plus d'importance qu'il est nécessaire pour les pays africains de sécuriser leurs richesses, condition sine qua non à leur développement à tous égards. Dans le grand échiquier, écrit par le stratège américain Brzezinski, celui-ci pointait du doigt la bataille à l'accès aux ressources dans les Balkans eurasiens, condition nécessaire à la suprématie régionale à tous égards. Ainsi, ce dernier déclarait « Jusqu'au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, Moscou détenait le monopole de l'accès à la région. L'ensemble des transports ferroviaires, les oléoducs, les gazoducs et même les transports aériens passaient par le centre. Les géopoliticiens russes souhaiteraient que la situation demeure inchangée, car ils savent parfaitement que celui qui contrôlera ou dominera l'accès à la région aura toutes les chances de remporter la victoire économique et géopolitique. » Fin de citation. Cheikh Anta Diop, en son temps, avait lui aussi esquissé les prémices d'un État fédéral subsaharien dans son livre intitulé « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Ainsi ce dernier s'exprimait. Seules des perspectives grandioses de construction d'un État africain continental, moderne et fort permettent de créer l'enthousiasme, l'esprit d'abnégation, un véritable sentiment patriotique. Je vous remercie. Je vous prie de trouver mon livre intitulé « Pour un Congo prospère » paru aux éditions Les Trois Colonnes en avril 2023. Il est disponible sur Amazon, sur le site de la FNAC, ainsi que sur les plateformes du numérique. Merci infiniment.